これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 Le Gai Savoir. Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Rehman. À la technique, Jean-Michel Bernot. Et à la réalisation aujourd'hui, Rafik Zénine. Que se passe-t-il quand il n'arrive rien? Tout, ou presque tout. Tout ou presque en tout cas de ce qui arrive à notre insu quand pris par la vie, encombré des soucis qui disparaissent à l'aube, on oublie tout simplement d'accorder son attention à ce qui le mérite vraiment. C'est l'histoire d'un jeune homme dysphorique, Aldo, dont la présence éveille la guerre endormie des Sirtes et du Farguestan, précipite la déflagration que plusieurs siècles d'une paix tacite avaient fini par rendre improbable. Car dans ce chef-d'œuvre, le rivage des Sirtes, ce chef-d'œuvre du silence vigilant, il suffit d'une seule âme à l'affût pour changer le cours du monde et gonfler d'avenir le présent qui sans cela nous achève sans bouger dans d'immenses efforts. Bonjour Raphaël. Bonjour Paola. J'aimerais que ma vie ne laissât après elle d'autres murmures que celui d'une chanson de guetteur, d'une chanson pour tromper l'attente. Indépendamment de ce qui arrive, n'arrive pas, c'est l'attente qui est magnifique. Ces deux phrases de l'amour fou d'André Breton, qui plaisaient tant à Julien Gracq, nous renseignent sur la nature de l'attente qui envoûte Aldo dans le rivage des Sirtes. C'est l'attente de la sentinelle, du vigile, du guet, toujours plus proche de la frontière du désir que des plaines de l'ennui. C'est l'attente qui fait advenir l'événement dans la nuit. Figurez-vous des territoires imaginaires, faits de lagunes et de palais délabrés, de villes mortes et de palabres fiévreux, et au loin, par-delà une mer trop calme, par-delà toute cette torpeur, un pays ennemi dont on sait peu de choses, si ce n'est les toponymes qui s'égrènent et se murmurent comme autant de maléfices. Tangri, Rage, Myrphée, Amicto, Salmanoé, Targala. Mais comme c'est bien écrit, Paola, Gracq donne du talent à ceux qui le commentent. Allez, Gracq inspire. Gracq inspire. Écoutons, il me tarde tellement d'entrer dans le texte, Raphaël. Écoutons le... Allez, quelques lignes du rivage des Sirtes, allons-y. On sait peu de choses dans la seigneurie sur le Farguestan, qui fait face au territoire d'Orsena par-delà la mer des Sirtes. Les invasions qui l'ont balayé de façon presque continue depuis les temps antiques, en dernier lieu l'invasion mongole, font de sa population un sable mouvant, où chaque vague à peine formée s'est vue recouverte et effacée par une autre, de sa civilisation une mosaïque barbare, où le raffinement extrême de l'Orient côtoie la sauvagerie des nomades. Qu'est-ce que c'est beau! On y est, c'est le rivage des Sirtes de Julien Gracq, chef-d'œuvre de 1951, qui a valu à Gracq non seulement d'avoir le prix Goncourt, mais de le refuser. Et moi, ce qui me frappe tout de suite dans les lignes qu'on a choisies pour commencer, et qui distingue vraiment pour moi le Farguestan de la République d'Orsena, dont on va avoir à parler, c'est que si la République d'Orsena se distingue par sa torpeur, par sa stagnation, tout de suite les mots qui caractérisent le Farguestan, c'est comme les sables mouvements, des vagues. Il y a quelque chose qui est plus du côté du mouvement dans ce Farguestan lointain que dans Orsena. Tout à fait. La question du Farguestan, le Farguestan, il faut rappeler ici rapidement la structure du rivage des Sirtes, la trame pour ceux de nos auditeurs qui n'ont plus tout à fait en tête ce livre, où il ne se passe rien, que les choses soient claires, presque rien, on verra, tout est dans le presque. Aldo est un jeune héritier d'une noble famille de la très vieille seigneurie d'Orsena, et qui s'ennuie dans cette ville moribonde, et qui obtient un poste d'observateur, c'est le nouvel observateur d'Orsena, dans une province éloignée et côtière, la province des Sirtes. Et de l'autre côté de la mer se trouve le Farguestan, qui est l'ennemi héréditaire de Orsena, contre lequel une guerre, qui est une guerre armée, s'est éteinte sans être supprimée, sans qu'il y ait eu le moindre traité de capitulation, de reddition, enfin sans que la guerre est implicitement tue depuis 3 siècles. Et du coup, là où arrive Aldo, il y a une garnison réduite à sa portion congrue et qui est dirigée de main de fer et de main inerte par le capitaine Marino. Alors,
il y a après toute une série de personnages. Il y a les compagnons d'Aldo, Fabrizio, Roberto, Giovanni, qui sont en poste également dans la forteresse, à l'amirauté. Et puis il y a le personnage de Vanessa, Aldo Brandi, dont le patronyme reprend le prénom de sa victime, de sa proie, c'est-à-dire Aldo, qui joue un rôle décisif dans le redéclenchement d'une guerre qui ne s'est jamais arrêtée en vérité. Et bon, on verra ensuite comment ça fonctionne, mais ce qui est important d'emblée, c'est de comprendre que le rivage des Syrtes, c'est un art de la rêverie. De la rêverie au sens où on pouvait la caractériser la dernière fois. Gracq lui-même présentait son livre comme un rêve éveillé de 400 pages. C'est un rêve éveillé, il faut entendre cette expression de façon ferme dans toute son ambivalence. C'est un rêve qui emprunte à la veille la capacité d'être restitué. C'est un rêve qui entrevoit ce que seuls les rêves nous permettent d'entrevoir, ce que seule la rêverie nous permet d'entrevoir, et qui emprunte en même temps à la veille sa capacité de restitution. De là la magie de ce livre, de cette longue rêverie sur le charme de l'attente pure, en quoi consiste le rivage des Syrtes. Et quant au Farguestan, Paola, le Farguestan qui est présenté de façon assez proustienne comme un agrégat de syllabes inquiétantes, qui était l'expression que reprenait le narrateur au moment où on dit son nom à l'entrée chez la princesse de Guermantes, les syllabes inquiétantes. Le Farguestan est vécu par Orsena comme une sorte de croque-mitaine lointain, au fond, une sorte d'adversaire héréditaire, relayé ou relégué au rang des contes pour enfants avant qu'ils s'endorment. Le Farguestan, c'est une espèce de danger lointain qui pourtant fait face à la principauté d'Orsena et au rivage des Syrtes. Bon, c'est une sorte de croque-mitaine lointain, une sorte de là-bas, une sorte d'ailleurs, lesté de tout ce que une animosité ou une inimitié héréditaire a pu déposer sur ce nom, à la fois d'orientalisme, d'exotisme, de distance, mais également dans l'esprit de cette principauté moribonde, de violence, voire de barbarie, ce qu'il faut ici entendre au sens rimbaldien du terme, c'est-à-dire le barbare est celui qui ne parle pas la même langue que nous. Voilà. Donc il y a vraiment cette confrontation avec un ennemi très largement imaginaire, un ennemi que son silence triséculaire a rendu très largement imaginaire. Mais Paola, pardonnez-moi, c'est votre chapeau qui m'y invite. J'avais pas prévu d'en parler, en tout cas peut-être pas tout de suite, mais vous avez cité André Breton. Et il y a deux auteurs, je crois. On retrouve le désert des Tartares de Buzzati, on retrouve les falaises de marbre de Junger dans le rivage des Syrtes. Et je crois plus profondément encore, on retrouve la recherche du temps perdu, incontestablement, notamment à travers la figure de Vanessa qui ressemble à Albertine, et André Breton. André Breton parce que André Breton est le narrateur et le théoricien de l'attente. Et au-delà même de l'attente, du hasard objectif. Nom que donne Breton à cette concomitance qui n'en est pas une, où il voudrait ne pas en voir une, d'une attente et d'un événement. Est-ce l'attente qui fait surgir l'événement, ou de quelle façon la vigilance de l'homme qui attend produit un événement, quand bien même d'ailleurs l'événement produit n'est pas celui auquel il s'attend. Mais l'attente dans le rivage des Syrtes, est-ce que c'est pas l'autre nom du désir ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et il me semble que, parce qu'il y a effectivement du désir dans le rivage des Syrtes, incontestablement entre Aldo et Vanessa, quand ils font l'amour dans la crypte, je veux dire, il se passe des choses de ce point de vue-là, il y a du désir. Mais cette attente qui gonfle, qui enfle et qui finit par crever, au fond, l'œuf d'or de l'attente, qui finit par modifié par le changement de densité de la coagulation, cette attente qui finit par crever, donc, n'est pas tant l'effet du désir que du désœuvrement. Qu'est-ce que vous voulez ? Aldo arrive à l'amirauté. Il s'emmerde. Ah, ouais. Il y a d'ailleurs ce texte un peu plus loin, mais toujours au début du roman, qui raconte comment Aldo décide d'organiser son temps et de s'adapter à la temporalité de la forteresse. On pourrait l'écouter d'ailleurs. Oui, allons-y. Je trouvais un charme à cette vie retranchée. Les rapports que j'envoyais de temps en temps à Orsena étaient fort courts, mais les lettres que j'adressais des Syrtes à mes amis très longues.
Il y avait des moments où, par une après-midi lumineuse et calme, il me semblait renfermer sans effort dans mon cœur même les pulsations faibles de cette petite cellule de vie assoupie, tremblante à l'extrême bord du désert. Accoudé à un coin des remparts de la forteresse, où s'accrochaient sur le vide quelques touffes de fleurs sèches, je cernais d'un seul coup d'œil son étendue menacée. Le cheminement de fourmis des rares allées et venues, le cliquetis d'un attelage, le bruit isolé dans le hangar d'un marteau clair, montait distinct jusqu'à moi dans l'air aux vibrations de cloches. Cette intimité familière et toute connue m'était douce, et cependant, il montait de cette naïve activité villageoise une inquiétude et un appel. Un rêve semblait peser de toute sa masse sur la somnolence de ces allées et venues si humbles que j'observais de là-haut comme du cœur d'un nuage. Lorsque je m'attardais à les suivre plus longtemps, je sentais monter en moi cette fascination d'étrangeté qui nous tient suspendus à suivre le remue-ménage d'inconscience pure d'une fourmilière sous un talon levé. Ma pensée revenait souvent alors à Marino et à ma première visite à la forteresse. Je voyais repasser devant mes yeux le geste de conjuration rassurante de sa pipe heurtée à la culasse du canon, et j'avais soudain le sentiment intime de sa présence massive et protectrice au sein de sa minuscule colonie. Il était sa même pulsation calme. Je voyais sa main gauche et franche écarter délicatement les ombres au devant d'une vie toute naïve. Je sentais combien j'étais différent de lui et je sentais combien je l'aimais. C'est émouvant. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte, à commencer par ce mélange d'intimité et d'étrangeté qui fait le fond de la vigilance véritable, du qui-vive, qui est le mot-clé, hein, chez Breton comme chez Gracq, le qui-vive. C'est une âme sur le qui-vive. Donc c'est juste un point là-dessus, pardon, c'est très important. Allez-y. Oui, je voulais dire le qui-vive, mais dans sa forme presque délexicalisée, pas comme ce qu'on entend, juste qui-vive, mais comme une question d'ailleurs qui reviendra, qui-vive. Le qui-vive comme une disposition du caractère. Le qui-vive comme, oui, la formule de la vigilance. C'est pas le que sais-je, c'est le qui-vive. C'est pas âme qui vive. Hein. C'est un homme à l'affût. C'est un homme que le désœuvrement met à l'affût et dont l'attention produit ensuite de façon presque magique, ou en tout cas inexpliquée, toute une série d'événements qui redéclenchent la guerre et de la part, enfin, de guerre dont le déclenchement est l'effet d'un comportement qui se découvre à la fin du livre, lui-même intégralement manipulé par le vieil historien d'Orsena. Mais laissons cela. Ce qui est important dans ce texte, c'est ce mélange d'étrangeté et d'intimité. Intimité, c'est-à-dire de dépossession exaltée, comme le dira Aldo en d'autres circonstances, et d'étrangeté totale, c'est-à-dire que il n'est pas chez lui. Sa vigilance est accrue par le fait qu'aucun des objets qui l'entourent ne lui est familier. Mais pardon, avant qu'on entre plus avant dans le texte, Paola, juste un mot parce que c'est pas pour parler de moi, mais je crois que ça peut être intéressant. C'est très émouvant pour moi. Hein, de vous entendre lire Le Rivage des Syrtes pour une raison très simple, c'est que quand j'ai étudié Le Rivage des Syrtes en première, grâce à ma professeure de français, Madame Morel, merveilleuse professeure de français, quand j'ai étudié Le Rivage des Syrtes en première, vous n'étiez pas né. Vous n'étiez pas né. Et nous-mêmes, on avait votre âge, enfin on était à peine plus jeunes que vous. Madame Morel disait, bon, je sais que c'est peut-être pas évident d'étudier un livre comme ça à l'âge qui est le vôtre, mais je fais le pari que vous allez trouver ça merveilleux et que si vous m'écoutez, vous allez trouver ça formidable. Enfin, bon, elle l'a pas dit comme ça, elle était trop modeste pour le dire comme ça, mais enfin c'était un pari réussi. C'est-à-dire qu'elle a rendu exaltante cette lecture, qui pourtant est totalement dépourvu d'événements, si vous voulez. C'est un peu comme Madame Bovary, quoi. Il ne se passe pas grand-chose et pourtant on ne décroche pas de ce livre. Il y a quelque chose de fascinant. En tout cas, on ne décroche pas des 216 premières pages de ce livre. En ce qui me concerne, j'ai eu du mal à aller au-delà. Peut-être aurais-je l'occasion de dire pourquoi. Le deuxième point sur Le Rivage des Syrtes, c'est que désormais, chers auditeurs, vous avez la chance d'être les contemporains d'une rénovation des éditions Corti, puisque à l'époque, si j'ose dire, antédiluvienne, les années 90, où nous étudions Le Rivage des Syrtes en première ou en terminale, les livres de Corti étaient reliés, enfin, je veux dire, les feuilles étaient attachées entre elles, donc il fallait un coup de papier pour gagner le droit de les lire. Alors,
votre exemplaire est mieux coupé que le mien, mais évidemment, comme les coupes papier sont jamais très efficaces, qu'un cutter peut parfois couper de travers, etc., nos livres étaient tous dépecés, en vérité tous abîmés. Et aujourd'hui, le rivage des Syrtes existe déjà coupé. Déjà coupé, et je vous assure que c'est un vrai répit, c'est un vrai repos. Mais à cela s'ajoute enfin le sentiment que travailler sur ce livre, c'est redécouvrir un palimpseste. Quand on a pris des notes sur ce livre, quand on est en première ou en terminale, retrouver ces notes pour les besoins de cette émission, c'est quasiment rendre visite à son propre aïeul, c'est-à-dire soi-même 20 ans plus tôt. Et c'est cette expérience. Ce que je veux dire ici, c'est que quiconque lit ce livre ou a lu ce livre éprouvera en le relisant un vertige, un plaisir que non seulement le souvenir de sa première lecture n'entamera pas ou qu'il ne viendra pas dissoudre dans une connaissance déjà acquise, mais au contraire, dont le souvenir de la première lecture sera comme l'écrin, l'exhausteur de goût. Relire Le Rivage des Syrtes, c'est comme mettre un cassoulet au frigidaire pour le manger le lendemain. C'est meilleur. C'est meilleur. Il y a des plats comme ça qu'il faut laisser un instant au frigidaire avant de les réchauffer. C'est meilleur. Le Rivage des Syrtes se lit réchauffé. Et c'est là vraiment qu'on a une émotion littéraire intense. Et je veux le dire à nos auditeurs, pour le relire, il faut commencer par le lire. Commencez par là, que ceux d'entre vous qui n'y sont pas encore allés commencent par là, chers auditeurs. Voilà. Et vous avez dit qu'il ne se passait pas grand-chose dans Le Rivage des Syrtes. Alors, il faut quand même faire droit au style de Gracq qui est... C'est une aventure stylistique de lire. Je pensais... C'est un poème en prose, voilà. De 400 pages. Il y a chaque trouvaille d'association de mots, c'est quelque chose qui réveille le lecteur qui pourrait s'assoupir. On n'en finit jamais. Et vous avez parlé d'événements. C'est vrai qu'il faut, en tout cas, quand on lit ce genre de livre comme Le Rivage des Syrtes ou le livre de Buzzati ou le livre de Younger, il faut redéfinir ce qu'on attend de l'événement. Le désert de Tartare ou les falaises de Marbre. Voilà, oui. pour traduire. Il faut redéfinir ce qu'on attend de l'événement parce qu'il se passe des choses incroyables. Par exemple, vous avez mentionné Vanessa, mais l'événement Vanessa, qui apparaît comme ça dans le jardin à Orsena, c'est un événement. Elle est presque invoquée, et vous parliez d'hasard objectif, c'en est vraiment un. J'ai parlé de hasard objectif, j'ai parlé de Vanessa, mais j'ai parlé également de dépossession. Et le texte auquel vous faites référence reprend l'expression de dépossession exaltée. Il est sublime, il faut l'entendre vraiment, on ne peut pas passer à côté. On passe pas à côté, écoutez-le. Il était difficile de me retirer sans gaucherie, et je me sentais ce matin-là d'humeur particulièrement solitaire. Dans cette position assez fausse, l'indécision m'immobilisa, le pied suspendu, retenant mon souffle à quelques marches en arrière de la silhouette. C'était celle d'une jeune fille ou d'une très jeune femme. De ma position légèrement surplombante, le profil perdu se détachait sur la coulée de fleurs avec le contour tendre et comme aérien que donne la réverbération d'un champ de neige. Mais la beauté de ce visage à demi dérobé me frappait moins que le sentiment de dépossession exaltée que je sentais grandir en moi de seconde en seconde. Dans le singulier accord de cette silhouette dominatrice avec un lieu privilégié, dans l'impression de présence entre tout appelé qui se faisait jour, ma conviction se renforçait que la reine du jardin venait de prendre possession de son domaine solitaire. Le dos tourné au bruit de la ville, elle faisait tomber sur ce jardin, dans sa fixité de statue, la solennité soudaine que prend un paysage sous le regard d'un banni. Elle était l'esprit solitaire de la vallée, dont les champs de fleurs se colorèrent pour moi d'une teinte soudain plus grave, comme la trame de l'orchestre quand l'entrée pressentie d'un thème majeur y projette son ombre de hautes nuées. La jeune fille tourna soudain sur ses talons tout d'une pièce et me sourit malicieusement. C'est ainsi que j'avais connu Vanessa. Je comprends maintenant, en réécoutant le texte, pourquoi vous faisiez allusion à Albertine. C'est peut-être ce profil qui se détache comme ça, cette silhouette, comme le profil d'Albertine se détache. Oui, c'est la première chose qui m'y fait penser. C'est-à-dire que Proust excelle, et Proust que Gracq a lu peut-être plus que tout le monde, qu'il a influencé considérablement. Stendhal a beaucoup... Il y a beaucoup de Stendhal aussi, je trouve, dans Le Rivage des Syrtes. Oui, bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, on retrouve dans la littérature à l'estomac ou dans les lettrines, on retrouve des textes sur Proust ou sur Stendhal qui sont magnifiques. Mais je crois ici, en tout cas, que la ciselure du texte le rapproche davantage du maniaque Marcel Proust que de l'homme capable d'écrire La Chartreuse de Parme en 53 jours. Mais vous avez raison, cela dit, il y a du Stendhal aussi dans Gracq. Il y a tout cela, toutes ces influences mêlées dans l'œuvre de Gracq, c'est incontestable. Mais sur la figure d'Albertine, effectivement,
Albertine apparaît au narrateur avec, dans le flot de ces jeunes filles en fleurs, comme se détachant justement sur le flot, comme dessinant presque les lettres d'un alphabet sur le fond céruléen de la mer bleue et de l'horizon. Et or, Gracq excelle après Proust, après Flaubert aussi, décrivant par exemple l'apparition de Madame Arnoux. Ce fut comme une apparition, et le fond et son profil qui se découpent sur le fond, là encore bleu du ciel. Gracq excelle à décrire ce contraste stupéfiant, d'un être à la fois, et c'est ça qui est difficile, inséparable du paysage qui l'enserre et qui lui fait comme une robe ou comme un écrin, et dans le même temps dont le profil se détache absolument en ligne parfaitement claire sur ce paysage. Il y a cette double appartenance. Vous savez, cette double appartenance, c'est-à-dire le fait d'être à la fois immergé dans un paysage et en même temps de se découper sur le fond de ce paysage, l'un et l'autre, relevés de l'un et l'autre, ces deux régimes apparemment contradictoires d'existence. La première formulation, à ma connaissance, se trouve dans les Essais de Montaigne, et c'est un texte qu'on a étudié, c'est le passage sur l'amitié. Montaigne dit de la Boétie qu'il était tellement proche de lui, qu'ils étaient tellement proches l'un et l'autre, qu'on ne voyait même plus la couture qui les avait joints. Or, il termine son texte en disant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». C'est-à-dire qu'au terme de la fusion des consciences, en quoi consiste l'amitié, au terme de l'immersion d'un individu dans l'autre, si j'ose dire, et inversement, il y a un retour d'une différence absolue, d'une différence radicale. Et je crois qu'on a ici une version esthétique de ce paradoxe montagnien, dans le fait que l'incorporation dans un paysage, le fait d'être incorporé par un paysage, ne fonctionne que si l'individu se découpe sur le fond de ce paysage. Alors, Albertine, c'est dans La prisonnière, écoutez. Ainsi alternait, avec l'ennui un peu lourd que j'avais auprès d'elle, un désir frémissant, plein d'orages magnifiques et de regrets, selon qu'elle était à côté de moi dans ma chambre, ou que je lui rendais sa liberté dans ma mémoire, sur la digue, dans ses gais costumes de plage, au jeu des instruments de musique de la mer. Albertine, tantôt sortie de ce milieu, possédée et sans grande valeur, tantôt replongée en lui, m'échappant dans un passé que je ne pourrais connaître, m'offensant auprès de son ami, autant que l'éclaboussure de la vague ou l'étourdissement du soleil, Albertine, remise sur la plage ou rentrée dans ma chambre en une sorte d'amour amphibie. Ce que Proust décrit, cet amour amphibie, vient du fait, le caractère amphibie de l'amour qu'il porte à Albertine, vient du décor dont il l'environne. Il l'aime plus ou moins, selon qu'il se souvient d'elle sur la plage ou qu'il la regarde dans son lit. C'est pas la même. La docile captive dont il a coupé les ailes en la mettant dans son lit et dans sa maison et en la séquestrant chez lui, n'est pas l'individu dont la liberté le faisait souffrir et le remplissait de désir quand il l'a croisée sur la plage et qu'elle avait mieux à faire qu'à s'intéresser à ce jeune garçon souffreteux et rachitique. Mais différence, ou peut-être vous allez dire analogie, je ne sais pas, entre Vanessa et Albertine, réside peut-être dans ce mot de dépossession, parce qu'on ne possède pas Vanessa, mais elle vous dépossède. Souvenez-vous de la phrase. Albertine, tantôt sortie de ce milieu, possédée et sans grande valeur, tantôt replongée en lui, c'est-à-dire dépossédée. Effectivement, quand le narrateur retient Albertine chez lui, elle l'ennuie. Quand elle s'en va, il souffre de son absence. Sa vie est une oscillation entre la souffrance et l'ennui, entre la possession et la dépossession. Mais le mot de dépossession exaltée qu'emploie Gracq ici et qu'il met en italique, il faudra revenir sur l'usage des italiques dans le Rivage des Syrtes qui est très important. Le mot de dépossession ici ne vient pas seulement du fait qu'il ne se sent pas propriétaire, puisque comment pourrait-il se sentir propriétaire de quelqu'un qu'il voit pour la première fois ? Donc il ne se sent pas propriétaire, en tout cas, il ne se sent pas autrement propriétaire qu'à la façon dont un individu se sent propriétaire du paysage qu'il contemple. Mais il se sent dépossédé parce que ce que Vanessa lui montre par son étrangeté et son étrangèreté, si j'ose dire, puisqu'elle est étrangère elle-même. C'est un personnage dissident au sein du Rivage des Syrtes et elle jouera un rôle considérable dans le déclenchement ou le redéclenchement de la guerre. À ce titre, c'est une famille de traîtres, la famille de Vanessa. Aldobrandi, ouais. Les Aldobrandi. Elle qui brandit Aldo, c'est Madame Aldobrandi. L'onomastique gracchienne est vraiment étonnante et très réussie. Ce que je veux dire ici, c'est que la dépossession n'est pas seulement le fait de ne pas posséder quelqu'un, de ne pas l'avoir sous la main. Parce qu'il possède, après tout, Vanessa, de temps en temps, si j'ose dire. Non, la dépossession relève davantage ici de cette expérience intime, de la découverte en soi-même d'une altérité à l'occasion d'une rencontre. Il se sent dépossédé de lui-même, c'est-à-dire que c'est un individu
ce jeune aristocrate oisif, un peu soucieux de son bien-être, etc., ce petit égoïste au fond, découvre dans ce paysage extraordinaire, dans ce paysage insensé, dans ce paysage où il est absolument étranger, l'art de penser à autre chose que lui-même. Et il devient vigilant. Et cette vigilance est aiguisée par l'apparaître ou l'apparition de Vanessa, qu'il désigne comme une étrangère, dont il dit qu'elle l'éveille à ce qu'il appelle un subtil désenchantement, subtil étant ici fondamental, parce que c'est un désenchantement dans la mesure où elle est celle via qui le monde lui apparaît, et dans son étrangeté et dans sa violence possible, mais le désenchantement est subtil à la façon dont un individu, d'abord déçu par la réalité parce qu'il y confrontait ce qu'il en rêvait, c'est-à-dire son imaginaire, finit par se satisfaire, se contenter, voire s'exalter de la réalité nouvelle qu'il a sous les yeux et qu'il apprend à réenchanter de cette façon. C'est là que le désenchantement est subtil. On commence par vous enlever vos illusions pour vous renseigner ensuite sur le fait que la réalité est beaucoup plus intéressante que les illusions, en particulier quand la métaphore s'en empare. Et là, on est encore dans l'influence proustienne de Gracq. Donc la subtilité du désenchantement qu'il doit à Vanessa est très importante. Il dit même « Vanessa m'ouvrait de toutes parts sur le monde ». Vanessa, c'est celle qu'il décrit comme une route dont on pressent qu'elle conduit vers la mer. Vanessa est celle qui exprime le délabrement intime, le désenchantement, le caractère étranger, mais c'est également celle qui enseigne à Aldo l'art de regarder le monde comme si lui-même ne s'y trouvait pas. Pour en finir avec ce parallèle Vanessa-Albertine, j'aimerais qu'on entende en guise d'épilogue, si vous en êtes d'accord, le passage où Vanessa elle-même est endormie. Souvenez-vous, dans La prisonnière, combien le narrateur excelle à décrire Albertine endormie. Eh bien, voici la version qu'en propose Julien Gracq. Je voulais juste, vous avez parlé d'onomastique et vous avez parlé du côté presque diabolique de Vanessa qui précipite Aldo vers à commettre. Donc, j'ai pas envie d'en dire plus pour les auditeurs, mais voilà, cette route qui mène vers la mer, on peut pas dire mieux. Il n'y a pas de suspense. Oui, mais attention, spoiler, la guerre reprend entre les Syrtes et le Farguestan à la fin. Oui, mais le suspense de la nuit a eu une importance quand même dans le rivage des Syrtes. Et Vanessa, c'est quand même... Elle a un côté diabolique qui vient de son nom, parce qu'on dans Vanessa, on entend évidemment évanescente, ce côté d'apparition, mais on entend Vanesse, qui sont ces papillons et qui ont un symbole diabolique. C'est les plus beaux papillons qu'on trouve et qu'on voit par exemple dans La chute des anges rebelles de Bruegel, où au milieu de tous les démons, il y a un grand Vanesse, un papillon sublime, orangé, etc., et qui peut faire penser à Vanessa à chaque fois qu'elle apparaît dans des tableaux, comme quand soudain elle apparaît. Vanessa est le personnage du soudain, tout d'un coup dans la chambre des cartes, alors que Aldo est en pleine rêverie. Il y a Vanessa, tel un fantôme qui apparaît, on ne sait pas comment elle fait. Pour finir, vous avez raison, concluons sur le texte, en tout cas cet épisode Vanessa, concluons-le sur le texte où Vanessa, dans son propre palais à Maremma, est endormie. Si j'ai bonne mémoire, Paola, le texte qu'on va lire ne se passe pas dans le propre palais de Vanessa à Maremma, mais dans la crypte à Vezzano, dans l'île de Vezzano qu'il visite. Mais enfin, il y a des scènes sur Vanessa endormie dans son palais à Maremma. C'est là d'ailleurs que Gracq emploie l'expression de délabrement intime pour caractériser la chambre de Vanessa. On est ailleurs ici, on est dans une crypte naturelle. Écoutez. Nous dûmes passer de longues heures dans ce puits d'oubli et de sommeil. La coupure du rocher au-dessus de nos têtes jointes était si étroite, et le ciel qui s'y enchâssait si lointain et si calme, que les variations du jour, dans l'absence du jeu plus allongé des ombres, ne parvenaient plus jusqu'à nous. Nous reposions de tout notre poids dans la sécurité même des gisants sous ce faux jour de crypte où l'ombre venait se diluer comme dans une eau profonde. Les légers bruits autour de nous, un bruit d'eau vive sur les galets, le lappement insensible et le minuscule gargouillis dans les creux de roche de la marée montante donnaient à l'écoulement du temps par leurs longs intervalles suspendus et leur soudaine reprise une incertitude flottante coupée de rapides sommeils, comme si la conscience légère qui venait affleurer en nous par instant eût puisé dans cette immersion même le minime surcroît de poids qui la replongeait aussitôt dans un court évanouissement. J'avais porté Vanessa au bord du ruisseau, qui laissait entre lui et la roche l'espace d'une étroite banquette où poussait une herbe profonde et noire. La main posée sur un de ses seins, je la sentais auprès de moi paisible et toute rassemblée dans une obscure croissance de force. Ce sein, doucement soulevé sur cette profonde odeur de terre, m'apportait comme la nouvelle fortifiante de ce bon sommeil qui est le présage des profondes guérisons.
Alors l'excès de ma tendresse pour elle se réveillait. Mes baisers emportés pleuvaient de toutes parts sur ce corps défait comme une grêle. Je mordais ses cheveux mêlés à l'herbe, à même le sol. Vanessa s'éveillait à demi et, les yeux fermés dans l'excès de sa lassitude, souriait seulement de sa bouche entr'ouverte. Sa main tâtonnait vers moi, et à peine m'avait-elle trouvé qu'engourdie de certitude confiante, avec un soupir d'aise, elle sombrait de nouveau dans le sommeil. Vous avez suggéré tout à l'heure, Raphaël, qu'on dise un mot sur ces italiques, ces détachements dans le texte que se plaît à faire Julien Gracq, presque à l'excès. Il y en a partout, il n'y a pas une page sans. Et d'ailleurs, dans le texte que vous avez lu, il y a le mot « bon sommeil » qui est en italique. Oui, le bon sommeil est en italique. Alors là, je ne sais pas pourquoi c'est en italique, mais je me souviens, en revanche, du cours de français que j'avais reçu, donc à l'époque, sur le rivage des Syrtes. Et je me souviens de l'expression de ma professeure de français qui disait que l'emploi des italiques permettait à Julien Gracq de surdéterminer le sens. C'est-à-dire de faire peser une équivoque féconde sur chacune des expressions. Alors, bon sommeil, bon, pourquoi pas, mais le mot de redoutable, par exemple, est mis en italique quand il est adjectivé. Or, c'est le même mot qui désigne le bateau, le redoutable, qu'emprunte le petit détachement, la patrouille des soldats dont Aldo fait partie pour aller inspecter les rivages devenus plus hostiles ou plus belliqueux, en tout cas plus dangereux du Farguestan. De la même façon, quand il écrit le mot « affaire », il l'écrit en italique. Le fait qu'il l'écrive en italique donne le sentiment que « affaire » est renvoyé à son étymologie, c'est-à-dire que ce sont des choses à faire. Or, c'est effectivement un endroit où, comme on ne fait rien, il y a une infinité de choses à faire. De la même façon, l'expression « âme qui vive » est en italique. Qui vive lui-même, d'ailleurs, le qui vive lui-même est mis en italique, ce qui est une façon, chez Gracq, de densifier un mot, d'en surdéterminer le sens, d'en multiplier les possibilités, de l'ouvrir. Alors, les italiques, dont il fait peut-être d'ailleurs un usage abusif, ont quand même cette vertu sur la lecture de montrer, tiens, attention, il y a là, dans chaque mot, comme une dimension parallèle possible contenue dans ce mot, tout un monde, un monde à la fois entrevu, aussitôt refermé, et peut-être efficace dans la suite du récit, contenu justement dans les italiques. Et puis, ça va chez Gracq avec la description du mouvement. Car paradoxalement, dans ce livre où il ne se passe rien et où donc la vigilance est rendue à elle-même et à un spectacle, que son désintéressement rend intéressant, que le désintéressement qu'il inspire à celui qui le regarde et qui n'en a pas besoin rend intéressant, eh bien dans ce monde-là, l'auteur excelle à décrire le mouvement, raison pour laquelle la première apparition du verbe « bouger » se trouve en italique. L'emploi des italiques est constant dans la recherche du temps perdu, dans cette version de la recherche du temps perdu, en quoi consiste le rivage des Syrtes, et l'ouvre sur une équivoque, sur une ambiguïté, sur quelque chose d'irrésolu et qui féconde le texte, qu'il est à mon avis décisif d'observer, même s'il faut bien admettre que 400 pages d'italique, si vous voulez, d'italique ponctuelle, au bout d'un moment, c'est un peu saoulant. J'aimerais qu'on entende, Raphaël, un texte qui me plaît vraiment particulièrement dans le rivage des Syrtes et qui va faire écho à ce que vous disiez du hasard objectif et du hasard qui fait advenir l'événement, si on peut dire ça ainsi, et de la vigilance. C'est le moment où Aldo voit apparaître, au milieu d'une rêverie, parce qu'il s'est éloigné, parce qu'il s'est fâché avec Marino, il voit apparaître un vaisseau fantôme. La soirée était calme, et comme une bête touchée qui plonge dans le fourré, je m'enfonçais dans cette obscurité tiède. Mes pas me conduisaient du côté de la mer. Je fuyais l'amirauté comme un animal qu'on vient de chasser du clan et qui fonce dans la nuit, fou de solitude. On m'avait sondé, cœur et rein, et reconnu d'une espèce différente, à jamais séparée. J'essayais de m'imaginer Marino, la pipe à la bouche, laissant errer dans le vague son œil gris et préoccupé, et prononçant le verdict qui me retranchait. En cet instant, je me prenais en horreur, contractée dans tous mes membres par une rigueur douloureuse. J'avais cru mener à l'amirauté la vie la plus innocente et tout avait parlé contre moi. Le regard gris et inattentif de Marino, ce regard dont l'intensité lourde semblait se centrer non sur le visage, mais imperceptiblement au-delà, repassait devant mes yeux à cette minute comme un repère inflexible auquel je ne pouvais pas ne pas reporter ce que ma conduite, dès notre première rencontre, avait comporté de spontanément louvoyant.
Il n'était pas un mot, pas un geste de cette vie sans mystère que je n'eusse tenté malgré moi de lui dissimuler, pas un instant où je ne me fusse sentie devant lui en faute. Sans même que j'eusse pris conscience du chemin parcouru, j'étais parvenue sur la mince langue de sable qui barrait la lagune et longeait le front de mer. Au milieu de ces eaux toutes vernissées de lune et hérissées de ses joncs, elle s'allongeait devant moi comme un long liseré de fourrure sombre et courait se perdre dans un horizon rapproché par la nuit. Derrière moi, l'amirauté surgissait toute blanche du brouillard au-dessus de la lagune. Je m'étendis face au large dans un creux du sable et, fatiguée de mes réflexions, l'esprit vide, je suivis longtemps d'un œil désœuvré les jeux de lumière de la lune sur la mer, dans le silence qui semblait de minute en minute s'approfondir. Je dus rester longtemps engourdie dans cette contemplation, car le froid du cœur de la nuit tomba, et je me redressai un instant pour ajuster mon manteau sur mes épaules. C'est alors que je vis glisser devant moi, à peu de distance sur la mer, au travers des flaques de lune, l'ombre à peine distincte d'un petit bâtiment. Il longea un moment la côte, puis virant au droit de la passe du port et franchissant la limite des patrouilles, piqua vers le large et se perdit bientôt à l'horizon. Oui, j'ai parlé de l'influence de Proust sur Gracq tout à l'heure. Regardez, c'est dans Sodome et Gomorrhe. Alors, comme quand on sent venir dans un journal une parole émouvante, je n'attendais que d'avoir aperçu l'avion pour fondre en larmes. Cependant, l'aviateur sembla hésiter sur sa voie. Je sentais ouvertes devant lui, devant moi, si l'habitude ne m'avait fait prisonnier, toutes les routes de l'espace, de la vie. Il poussa plus loin, plana quelques instants au-dessus de la mer, puis, prenant brusquement son parti, semblant céder à quelque attraction inverse de celle de la pesanteur, comme retournant dans sa patrie, d'un léger mouvement de ses ailes d'or, il piqua droit vers le ciel. C'est dans la recherche du temps perdu. Il n'y a aucun doute, si vous voulez. Il n'y a aucun doute. L'utilisation de piquer, qu'on l'emploie pour parler d'un navire qui pique vers l'horizon ou d'un avion qui pique vers le ciel, c'est la même histoire. Dans les deux cas, on retrouve sa patrie. Or, quelle est cette patrie ? Cette patrie-là est une patrie très largement imaginaire. C'est la patrie imaginaire des aviateurs. Or, on sait que Marcel Proust avait été... invente une patrie imaginaire pour les aviateurs puisque l'amour de sa vie est mort en avion. Alfred Agostinelli est mort d'un accident d'avion. Mais cette patrie imaginaire vers laquelle on pique, c'est la patrie de la beauté, c'est la patrie du singulier, c'est la patrie plotinienne vers laquelle il s'agit de fuir seul, c'est le seul vers lequel on fuit seul à la fin des Énéades, c'est la patrie de tout individu qui, par le voyage intérieur en lui-même, pique tantôt vers l'horizon, tantôt vers le ciel, pour retrouver ce que la vie commune ou ce que la vie ordinaire s'est contentée de quantifier. Donc il y a, avec le rivage des Syrtes, comme avec Sodome et Gomorrhe, une entreprise proprement littéraire précisément, non pas de nous éloigner de ce monde, mais de rendre ce monde habituel, courant, fréquent, banal, ordinaire, à sa grâce, à sa singularité, c'est-à-dire à son recouvrement par l'univers véritable de la beauté, l'univers à la fois imaginaire et véritable, d'une beauté vers laquelle on pique, et d'une beauté qui nous pique à cet égard. Donc, alors, ce qui est important dans ce texte, par ailleurs, au-delà de ce parallèle, c'est qu'on ne sait pas qui est cause de quoi. Voilà. Alors, bon, il se peut que ce soit un hasard. De la même façon qu'on peut croiser un renard quand on se promène en forêt, bah lui, il est sur la plage et il croise un bateau. Bon, c'est pas en soi un événement. Si, c'est un événement. C'est un événement parce que la nature même du regard qu'il pose sur l'horizon lui permet d'envisager non pas l'apparition du bateau comme sa création, mais le désintéressement qui ouvre son regard comme la condition de possibilité de l'émergence véritable d'un phénomène, c'est-à-dire d'une apparition. Phénomène et apparition, c'est le même mot en grec. Donc, c'est une éducation du regard. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de considérer que mon œil a fait apparaître quelque chose. À la façon, vous savez, de l'optimiste selon Sacha Guitry, qui, voyant que son rendez-vous est en retard, dit « elle est en retard, c'est qu'elle va venir ». Il ne s'agit pas de faire surgir l'événement en regardant de près quelque chose, ou à la façon dont André Breton raconte comment, en attendant en bas d'une fenêtre, on finit par voir une fenêtre s'allumer, comme si la fenêtre s'était allumée parce que mon œil obstinément cherchait à faire en sorte que cette fenêtre s'allume, ou à la façon dont Dracula influence les jeunes filles qu'il veut séduire en se tournant vers elles alors qu'elles ont le dos tourné, en leur disant « regarde-moi ».
ou vois-moi. Non, ça n'est pas un regard normatif de cette façon-là, c'est pas de la pensée magique. En revanche, c'est un regard dépouillé, c'est un regard dépossédé de lui-même, qui du coup lui permet, dans le noir, de voir un noir plus profond encore, de repérer les ombres à même le noir. Et il est tellement vigilant que du coup le bateau ne lui échappe pas. Donc c'est une éducation du regard qui produit l'événement. Et ça c'est très important dans le rivage des Syrtes. Parce que l'événement n'est pas tant l'événement en lui-même, que ce que le regard montre à celui qui jusque-là ne le voyait pas. Il ne se passe rien tant qu'on ne voit pas ce qui se passe. Pour que quelque chose arrive, il faut que quelqu'un dont l'œil est aiguisé, soit par le désœuvrement, soit par la nonchalance, soit par un tempérament artistique, soit par ce que vous voulez, fasse apparaître ce qui jusque-là passait inaperçu. La transition vers les ruines de Sagra est vraiment irrésistible parce que à quel point faut-il être vigilant et attentif au monde pour voir un tremblement de terre et du mouvement dans des ruines. Et c'est ce qui se produit au moment de la visite, des ruines de Sagra. Vous avez raison de parler de visitation. Parce que c'est un paysage mental, c'est un paysage intérieur, le rivage des Syrtes. Donc, de la même façon qu'il se sent dépossédé quand il regarde Vanessa, le même homme qui visite Sagra, mais en touriste, parce qu'il est entre deux obligations, il a l'après-midi pour lui, donc il va tout en armes, à cheval, visiter Sagra, la ville de Sagra, on va entendre le texte. Cette visite a véritablement la valeur d'une visitation, puisque ce sont les ruines elles-mêmes qui le visitent et qui le hantent, de sorte qu'on ne sait même plus d'ailleurs de quoi il parle quand il décrit ce paysage immobile et mobile simultanément. Est-ce que ça vibre ou est-ce que c'est du marbre ? Est-ce que ce sont des falaises de marbre ou est-ce que ce sont les falaises qui ne nous semblent marbrées que dans la mesure où ça va trop vite, où le vibrillonnement est trop rapide pour être perceptible ? Alors là, c'est à l'oreille de l'auditeur que nous faisons appel en donnant à entendre ce texte à la lecture Paola Rehmann. Écoutez. Sagra était une merveille baroque, une collision improbable et inquiétante de la nature et de l'art. De très anciens canaux souterrains, par leurs pierres disjointes, avaient fini par faire sourdre, à travers les rues, les eaux sous pression d'une source jaillissante qu'ils captaient à plusieurs milles de là. Et lentement, avec les siècles, la ville morte était devenue une jungle pavée, un jardin suspendu de troncs sauvages, une gigantomachie déchaînée de l'arbre et de la pierre. Le goût d'Orsena pour les matériaux massifs et nobles, pour les granites et les marbres, rendait compte du caractère singulier de violence prodigue, et même d'exhibitionnisme que revêtait partout cette lutte. Les mêmes effets de muscles avantageux que dispense un lutteur forain se reflétaient à chaque instant dans la résistance ostentatoire, dans le porte-à-faux qui opposait ici un balcon à l'enlacement d'une branche, là un mur à demi déchaussé, basculé sur le vide, à la poussée turgescente d'un tronc, jusqu'à dérouter la pesanteur, jusqu'à imposer l'obsession inquiétante d'un ralenti de déflagration, d'un instantané de tremblement de terre. J'avançais, saisi d'étonnement dans ce demi-jour vert où les branches immobiles laissaient couler une résille de soleil sur le pavé gras. Une humidité lourde traînait au ras du sol, couvrant les moellons d'un drapé de mousse qui feutrait les bruits, laissant teinter seulement le son très clair de l'eau qui filtrait partout en ruisselets rapides sur les pierres, dans l'égouttement nonchalant qui suinte d'une fin de bombardement ou d'incendie. Alors que se passe-t-il à Sagra ? Est-ce une ville morte ou est-ce au contraire une ville pleine d'une fureur, pleine d'une force naissante ? Eh bien voilà, c'est exactement ça. On ne sait pas, l'un et l'autre, mon capitaine. C'est une ville morte et c'est une ville... Alors, on peut d'abord le dire de façon tout à fait prosaïque, c'est une ville en ruine. Donc, c'est une ville en ruine, donc qu'est-ce que fait la nature quand elle croise une ville en ruine ? Elle reprend ses droits. Donc, c'est une ville morte où, du coup, la nature reprend ses droits. Les mangas japonais, d'ailleurs, excellent à décrire ces civilisations défuntes, enfouies, où la nature a repris ses droits. Ceux de nos auditeurs qui ont des enfants se souviennent peut-être d'un château dans le ciel, où la Piuta, dont le nom lui-même, d'ailleurs, vient de Jules Verne, la Piuta, cette ville volante, cette cité volante, se présente à ceux qui la découvrent comme un univers sublime et décrépit, comme une splendeur défunte, comme une splendeur endormie. Qu'il s'agit d'éveiller pour le pire ou pour le meilleur, ça c'est une autre histoire. Mais c'est une ville morte où donc la nature a repris le pouvoir. Ce qui donne à Gracq l'occasion, naturellement, d'opposer l'art et la nature, puisqu'il y a l'art humain et la nature face à lui, dans une sorte de gigantomachie, dit-il, une gigantomachie, donc un combat de géants, un combat titanesque de l'arbre et de la pierre. Mais la gigantomachie est déchaînée.
Elle est déchaînée, c'est le mot même qu'emploie Gracq. En d'autres termes, elle est mobile. Ça n'est pas une immobilité, ça n'est pas une photo. C'est un mouvement qu'il décrit. Et c'est ça qui est magique dans ce texte. Il décrit un mouvement. L'opposition... Pardon, oui. Il utilise pourtant le mot d'instantané, qui est un terme photographique. Justement, on y vient. Le fait même que la ville, la cité, ne soit intéressante que parce que la nature y reprend ses droits, montre bien que c'est la mobilité même reconquise. C'est-à-dire, une fois que la ville est morte, la mobilité fondamentale des phénomènes a repris le pouvoir. C'est cette mobilité-là qui rend intéressantes ces ruines, à la façon dont la tour de Pise, construite sur un terrain meuble, a été rendue intéressante par le fait même non seulement de pencher, mais de pencher de plus en plus, à la façon dont Venise, dont Gracq s'est tellement inspiré pour écrire Le Rivage des Syrtes, n'a pas tant d'intérêt parce que c'est une ville sur l'eau que parce que c'est une ville qui s'enfonce dans la mer. C'est-à-dire qu'on est, dans un cas comme dans l'autre, devant le spectacle de la mobilité. Ce qui compte, c'est pas l'affrontement de l'art et de la nature, c'est ça que je veux dire. Ce qui compte, c'est pas non plus la reconquête de l'artisanat humain par la nature, des constructions humaines par les arbres, la nature, le lierre, l'eau, la mousse, etc., etc. Non, ce qui compte, c'est le fait d'avoir sous les yeux, immobile en apparence et infiniment mobile en réalité, le combat déchaîné de la nature et de l'art. Et quand il parle d'un instantané de tremblement de terre, d'un ralenti de déflagration, Gracq compose les oxymores qui correspondent, on en a parlé quand on a parlé de l'œil et l'esprit, qui correspondent par exemple au tableau de Géricault, le derby des psaumes, où les jambes des chevaux étant tendues, jambes avant, jambes arrière, en même temps, Géricault ne décrit pas la position des chevaux telle qu'il la voit, mais il en décrit le secret, c'est-à-dire la mobilité, et avec les outils de la fixité. La peinture, la virole du pinceau, la toile, les couleurs qui sont ce qu'elles sont et qui ne sont que ce qu'elles sont une fois que le dessin est fait, que le tableau est réalisé. Avec ces outils de la fixité, Géricault, en trahissant la représentation ordinaire que nous pouvons avoir d'un cheval au galop, représente non pas le cheval au galop, mais le galop lui-même. Et c'est exactement ce que fait Gracq quand il parle d'un instantané de tremblement de terre ou d'un ralenti de déflagration. C'est quelqu'un qui, le mot de ralenti renvoie aux outils de la fixité et la déflagration renvoie, elle, à la mobilité. Et Le Rivage des Syrtes est ce livre extraordinaire qui... c'est pour ça que ce texte est exemplaire du livre lui-même. Parce que, encore une fois, j'ai dit « il se passe rien », évidemment c'est faux. En vérité, le présent est gros de l'avenir dans Le Rivage des Syrtes, à la façon dont les pommes de Cézanne bombent littéralement sous l'œil du spectateur par les déformations de perspective induites par le pinceau de l'artiste. Gracq est un peintre. Il écrit en peintre ici. Il écrit en peintre qui excelle non pas à représenter quelque chose, mais à saisir sans le perdre, sans le noyer, sans le figer, un mouvement. Et il sait faire ça. Et au-delà du texte que nous avons lu, donc de cette description des ruines de Sagra, un tout petit peu plus loin, mais alors 15 lignes plus bas, Gracq écrit « Une envie soudaine et inquiète me prenait de réveiller pour un instant les échos de ces rues, de héler quelques âmes qui vivent, oubliées dans ce labyrinthe de silence. » 3 choses sont importantes ici. D'abord, évidemment, le silence, qui n'est pas l'absence de bruit, puisqu'il y a les gouttes d'eau qui tombent, il y a la mousse qui pousse, et à la limite, vu le degré d'attention d'Aldo, on pourrait penser qu'il entend même l'herbe pousser. Donc ce n'est pas le silence comme absence de bruit, c'est le silence comme absence de parole, c'est-à-dire un monde rendu à l'étrangeté, un monde qui n'est pas domestiqué par le langage et par les mots qu'on emploie ordinairement pour désigner quelque chose. Donc ça, c'est le premier silence, dont la langue de Gracq est le meilleur exhausteur, puisque la langue de Gracq est tellement précise et fait un usage tellement baroque des mots et mélange des mots qui n'ont tellement pas lieu de se trouver mélangés qu'il restitue précisément le silence des choses, ce silence actif des choses. Un silence. 2, labyrinthe.
Au fond, le labyrinthe, originellement, c'est la maison du Minotaure. C'est là qu'on se fait dévorer. Or, l'inquiétude intermittente qui étreint le cœur d'Aldo, que ce soit quand il croise Vanessa, quand il voit un bateau, quand il s'approche des rives du Farguestan, ou même quand il arrive dans une réception donnée à l'Amirauté ou à Maremma, l'inquiétude sourde d'Aldo lui vient de la crainte, tout simplement, d'être dévoré à l'image même de sa cité moribonde, qui risque d'être dévorée par l'adversaire dont elle éveille la fureur, alors que tout cela s'était endormi. Et le troisième élément qu'on trouve dans ces quelques lignes, c'est âme qui vive, naturellement, que Gracq écrit évidemment en italique. Et pourquoi l'écrit-il en italique ici? Parce que l'âme qui vive, c'est à la fois l'individu, l'inconnu qu'on peut croiser au détour d'un chemin. L'âme qui vive, c'est c'est le frère choisi d'Aldo qui aurait en partage avec lui ce don de l'attention qui lui permet de restituer du mouvement là où il n'y a que de l'immobilité. Et comme par hasard, un paragraphe plus loin, qu'est-ce qui apparaît à nouveau? C'est le navire fantôme qu'on avait vu juste avant. Alors, est-ce un hasard ou est-ce une nécessité? Était-il nécessaire que le navire apparût après la description des ruines de Sagra comme contenu en germe dans cette éducation du regard? Ou bien est-ce le hasard d'un individu qui, au terme de son périple, recroise un navire? Ou bien est-ce, concilions hasard et nécessité, le hasard objectif qui vaut à un regard éduqué, en définitive, de croiser l'événement qui, par là même, donne le sentiment d'avoir été appelé par lui. On ne sort jamais de cette équivocité. De la même façon que quand on avait fait une émission sur les jeux de l'amour et du hasard, on avait dit est-ce que le hasard n'est pas tout simplement l'autre nom de la nécessité? Oui, parce qu'il n'y avait rien de hasardeux dans le jeu de l'amour et du hasard où tout se déplace. Là, on a quand même un clinamen, Aldo, qui par ses gestes, par ses initiatives, par ses rêveries, perturbe l'inertie dont Marino, dont on n'a pas parlé, c'est dommage, qui est le patron de l'Amirauté, dont Marino... Et le patron de l'inertie, c'est qui est figure... l'empereur de l'inertie, et l'inertie dont Marino veut être le garant. D'ailleurs, le même Marino, quand il était plus jeune, avait lui-même fait naufrage dans les eaux qui séparent les Syrtes du Farguestan. Et après avoir échappé de son naufrage, une fois que la guerre est relancée, que fait-il? Il disparaît dans la lagune, il s'estompe dans la lagune. Cet homme, de la même façon qu'on ne sait pas si c'est le regard qui fait surgir l'événement ou si c'est l'événement qui invite le regard à se conformer à ce qui se passe, ou si c'est le désœuvrement qui rend vigilant, on ne sait pas si Marino se suicide de dépit que la guerre arrive, ou si tout simplement il retourne comme à sa matière première, comme à sa source, à la lagune, d'où chacun des gestes qui sont les siens donne le sentiment qu'il est né, qu'il a été issu, porté, mis au jour. Marino, c'est l'enfant d'un monde immobile dont l'écosystème nouveau d'une guerre retrouvée ne lui convient pas et le contraint à la mort. Je m'excuse, ça vous a peut-être échappé, Raphaël, mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez arrêté la lecture du Rivage des Syrtes à la page 216. Ouais, vous faites partie de ces lecteurs-là, vous. Oui, je suis jamais allé au bout du Rivage des Syrtes. Et alors, comment connaissez-vous le dialogue avec Danielo et Aldo, dont vous nous avez Parce que je suis pas allé au bout, mais j'ai quand même fait quelques petites excursions au-delà de la page 216. Mais j'ai arrêté de le lire dans sa continuité à la page 216, c'est-à-dire au moment où le bateau des Syrtes, le redoutable, croisant les rivages du Farguestan, entend 3 coups de canon. Il me semblait que le livre pouvait s'arrêter là, justement. Mais je ne sais pas, ça me faisait l'effet d'une fin. Alors, il y a 2 versions. Vous avez la version noble, qui consiste à dire, le livre me semblait tenir sur lui-même à cet endroit-là, et après tout, je passais le bac français, je pouvais m'en sortir en me contentant des 216 premières pages de ce chef-d'œuvre. Plus prosaïquement, je crois que j'avais plus de cutter sur moi ce jour-là et que j'en avais marre de découper les pages. Ça m'a saoulé. J'en ai eu marre et donc j'ai fait comme Casavette, si j'ose dire, manquant de bande, c'est-à-dire tournant tant qu'il a de la bande et s'arrêtant à la seconde où la bande lui manque. En d'autres termes, j'étais tributaire de la matière de mon ouvrage, plus que de son contenu, de la matière papier de ce livre. Peut-être aurais-je lu ce livre jusqu'au bout, en tout cas du premier coup dans sa continuité, si j'avais eu sous la main les exemplaires qui sont désormais disponibles dans toutes les bonnes librairies grâce à José Corti, béni soit cette maison d'édition, qui publie tant de belles choses, à commencer par l'intégrale des œuvres de Julien Gracq. Puisque vous avez parlé d'éducation du regard, à l'inverse de Aldo qui a le regard très affûté, Marino est celui qui, à chaque fois qu'il est confronté à l'événement, son regard gris d'eau, justement, se voile d'une taie
blanche par-dessus le regard. Oui, vous avez raison, Paola, mais comme il faut s'arrêter, Et oui. on va s'arrêter. En revanche, vous avez raison, mais vous avez tort. Et je voudrais vous opposer, puisque vous citez cette chose de Marino, cette disposition de Marino, son regard gris. Je voudrais vous opposer un texte que je n'avais pas prévu de lire aujourd'hui, mais sur lequel je vous propose de clore cette émission. Tiens, d'ailleurs, c'est vous qui allez le lire, Paola, comme une objection que vous vous ferez à vous-même. C'est page 122 du Rivage des Syrtes. Ça commence par « Certes, Marino avait vieilli, jusqu'à D'accord. mon cœur battait plus rapidement. » Écoutez. Certes, Marino avait vieilli, et pourtant, cette animalité n'était pas sénile. Elle dégénérait de l'intelligence en ceci seulement qu'elle vivait à une plus grande profondeur. Elle évoquait plutôt la stupidité sagace de l'attention totale et me faisait parfois songer à l'expression fascinante que donne aux traits la vie ramassée sur une interrogation organique profonde. Celle du médecin dans l'auscultation, de la femme épiant sa grossesse, de l'animal apeuré qui couve au fond de sa nuit chaude l'annonce obscure d'un typhon ou d'un raz-de-marée. Le sentiment nous est rendu devant cette tension presque interdite qu'il entre alors dans l'acte même de dévisager quelque chose de sacrilège. Un instinct nous avertit que l'esprit qui se terre là devant nous, à chaque seconde plus profondément, s'approche trop dangereusement près de certains centres interdits où quelque chose bouge. Ainsi, une faible ride creusée sur le visage de Marino me paraissait soudain équilibrer ailleurs une pression énorme. Je détournai les yeux en hâte et il me semblait que mon cœur battait plus rapidement. Merci Paola, merci à tous, c'est-à-dire Rafik Zénine à la réalisation, Jean-Michel Bernot à la technique, Alice Ramon bien sûr, attachée de production et collaboratrice spécialisée. C'est la fin du Gai Savoir pour aujourd'hui. Lisez, relisez, promenez-vous dans le Rivage des Syrtes, c'est si beau. Et d'ailleurs, puisque l'usage veut à Noël qu'on offre le dernier prix Goncourt à sa belle-mère, et pourquoi ne pas en faire autant avec celui qui reçut et refusa ce même prix en 1951 ? Nous sommes le 28 décembre et le Gai Savoir, toujours à la pointe de l'actualité éditoriale et familiale la plus brûlante, vous aide à remplacer les cadeaux qui vous déplaisent par des cadeaux qui réjouissent ou les cadeaux qui vous ennuient par des cadeaux qui vous endorment. Profitez-en. C'est du début de L'Homme qui rit, la merveille de Victor Hugo, le triste livre d'un exil qui n'en finit pas, que nous vous parlerons dimanche prochain. Rendez-vous donc dans 7 jours, moins 1 heure, à 16h, dimanche prochain, pour y parler du chaos vaincu, de la littérature en gibet, d'une bouche fendue jusqu'aux oreilles et d'un homme qui porte le nom d'un ours. Dans l'intervalle, retrouvez les nouveaux chemins de la connaissance qui, tous les jours, de 10h à 11h, vous propose la plus inventive, la plus radiophonique des philosophies. Et lisez Philomag, Philosophie Magazine, si ce n'est déjà fait, vous y entendrez parler de Destin, d'Augustin et du Marquis de Sade, rassurez-vous, pas au même endroit. À dimanche prochain, donc sur France Culture, tout de suite l'excellent Atelier du pouvoir de Thomas Wider et Vincent Martinez.